La politique monétaire, c'est un terme qui est loin d'être familier pour tout le monde. On reçoit donc aujourd'hui au podcast Steve Deschênes, spécialiste économique financier, pour nous éclairer sur la question. Bienvenue à Garde le change. Sam Nadeau, encore une fois, mon co-animateur, merci d'être là. Ça fait plaisir. Steve Deschênes, rebonjour encore une fois. Bonjour, ça fait plaisir. Moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la politique monétaire, Steve? Oh, c'est une grande question. La politique monétaire, ça part de la base des taux d'intérêt. Taux d'intérêt, ça vient d'où? Rapidement, il faut comprendre là, que moi, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai des dollars en trop, je peux les mettre sous mon matelas. Éventuellement, à travers le temps, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui les voudrait. Alors, le concept, c'est on va faire en sorte que lui utilise mes dollars et que moi, je sois récompensé pour ça. Donc, je reçois un taux d'intérêt. À partir de là, on a construit tout un système pour rendre ça plus efficace, pour pas que j'ai à trouver quelqu'un qui veut absolument mon argent et me donner 2 à chaque mois, vous l'apporter chez nous. Donc, on a créé des banques et l'ensemble du système financier qui s'est développé autour du concept de taux d'intérêt. Et à partir de là, on a développé ce qu'on appelle la politique monétaire là, du côté des banques centrales. Puis il y a plusieurs termes qui entourent la politique monétaire. Là, on va en parler dans le podcast. Commençons avec les banques centrales. Quel rôle est-ce qu'ils jouent, les banques, dans la politique monétaire? OK, la façon dont ça fonctionne, les banques centrales, aux États-Unis, on parle de la Réserve fédérale, la Fed, c'est ce qu'on va entendre souvent. Du Ouais. côté du Canada, c'est la Banque du Canada. La Réserve fédérale fixe ce qu'on appelle le taux directeur. Alors ça, c'est un taux auquel la banque, elle, est prête à te prêter un taux à très, très court terme. Au Canada, on l'appelle souvent le taux à un jour. Alors, OK. ultimement, ils ne prêtent pas à personne, ils prêtent aux institutions financières. Ce qui se passe, c'est que Desjardins, d'un côté, doit de l'argent à la Banque nationale. Bien, plutôt que de lui envoyer de l'argent, ça passe à travers la banque qui, elle, retient un intérêt d'un côté et le verse de l'autre. Parce que demain, c'est la nationale qui va nous devoir de l'argent, là, selon là où les gens font des retraits puis des choses du genre. Alors, dans ce scénario-là, la banque, elle, sert un peu de prêteur de dernier recours au taux qu'elle propose, mais c'est un taux à très, très court terme, un taux à un jour. Tu sais, aux États-Unis, des fois, on entend parler de ça, je vais le dire en anglais, là, le repo market. Ça a-tu OK. rapport à ça? Tu sais, le marché repo, Euh, qui est comme des emprunts comme journaliers entre les banques, ça se peut-tu? Ben, ça peut être ça, effectivement. C'est les chambres de compensation ou, dans le cas de la Réserve fédérale, là, la Fed qui, effectivement, va compenser. Là. Je ne OK. suis pas certain là, du terme là, lui-même où tu l'as Ben, je pris l'ai déjà entendu, là, ou ça c'était peut- comme c'est ça, Ouais. c'est comme un marché où c'est les banques qui se prêtent Ouais. intra-journalier, puis à la fin de la journée, ben, ils s'écrivent un petit billet pour dire qu'ils se doivent de l'argent. Ben, c'est ça. Mais si on revient au taux directeur, bon, ça influence le taux d'intérêt de tout le monde. Euh, Qu'est-ce que ça implique, le fait que ça fait à peu près 25 ans que le taux d'intérêt baisse? C'est-tu bon pour nous autres ou pas Ah, je savais même nécessairement? pas que ça faisait parce que moi, j'ai 21. Mais je pense que ça fait à peu près 20-25 ans qu'on est en déclinaison. De façon générale, oui. Évidemment, ça n'a pas OK. toujours baissé là, du côté de la Réserve fédérale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Réserve fédérale du côté des États-Unis, la Banque du Canada, eux gèrent le taux directeur. Alors, dans la grande majorité des cas, et sur la période de 25 ans dont tu parles, oui, pratiquement parlant, ça a toujours baissé. Il y a eu des petites reprises là, lorsque l'économie allait mieux. À l'occasion, on remontait les taux, un peu comme on en parle présentement, là où on dit on devrait commencer à remonter les taux probablement autour de la mi-2022. Donc, oui, il y a eu des mouvements comme ça, mais le mouvement général, lorsqu'on regarde le graphique, sur 25 ans, c'est effectivement un graphique qui est à la baisse. Là. Les banques centrales ont gardé une politique monétaire expansionniste, donc des taux directeurs très bas, depuis 25-30 dernières années. Mais ça, c'est-tu bon pour nous autres? Ça, c'est-tu bon pour le Hmm. consommateur que les taux d'intérêt soient bas? C'est la grande question. Moi, j'ai tendance à dire oui. Là, mais ça, quand Ben, j'achète quelque chose, j'espère que le taux d'intérêt va être bas pour que ce soit bon pour mon portefeuille. oui, dans cette optique-là. Si on retourne aux années 80 où le taux d'intérêt était très, très, très élevé, tu avais le goût d'avoir des investissements, mais si tu avais une hypothèque, ça te coûtait 22. Ouais. Alors ça, les gens qui étaient là à l'époque vont vous le dire, c'était quelque chose d'atroce. Parce que Toi, tu as connu ça, Steve, ce temps-là, là? moi, non, j'étais Non? OK. relativement jeune, je n'avais pas OK. d'hypothèque, mais oui, j'ai vu ça, T'as vu ces ça aller, là? périodes-là. Là. Mais petite parenthèse, mettons aujourd'hui, là, c'est combien de pourcentage de taux d'intérêt lorsqu'on achète une maison, grosso modo? Là? On pourrait parler de l'ordre de 3-4 Ah, OK. là, OK. peut-être sur Mon Dieu. 3-4 ans. Moins que ça, souvent avec des promotions au départ ou des taux fixes, OK. des taux variables par rapport aux taux fixes, peut-être. Je n'ai pas regardé Mais là, le variable, récemment. là, tu sais, on peut avoir dans le variable C'est entre 1 et 2 c'est ça, il y a actuellement. moyen là, Hein? C'est de le faire. vraiment Mais, bas, là. mais OK. tu peux facilement, je pense, avoir du 3-4-5 maximum pour une longue période, là, si tu souhaites le geler, ou
comme on Suivant dit. Si variable. tu y vas à court terme, à variable, parce que tu penses que les taux, toi, ne monteront pas beaucoup, tu peux avoir des taux extrêmement bas. Ce sont pratiquement les plus OK. bas là, qu'on n'a jamais vus. Là. Mais revenons à la question, les taux Ouais. d'intérêt bas, c'est une bonne affaire pour, Ben, pour si les tu gens? es, quelqu'un qui veut acheter une maison, théoriquement, vous allez dire c'est une bonne affaire, mon hypothèque me coûte moins cher. Avez-vous vu le prix des maisons? Alors, le prix des maisons a grimpé parce que tout le monde a une hypothèque qui coûte moins cher. Et donc, par voie de conséquence, ça coûte très cher une maison aujourd'hui par rapport aux revenus disponibles et autres. C'est le fun de pouvoir le financer pour pas cher. Mais si les taux d'intérêt montent, il y a beaucoup de gens qui ont probablement une maison beaucoup trop chère pour leur capacité Mais oui. le jour où les taux d'intérêt seront plus élevés. Alors, est-ce que les taux d'intérêt bas, c'est une bonne nouvelle? Oui, ça aide l'économie, mais quand c'est trop bas, il y a des risques énormes. En particulier, un risque d'élever éventuellement, que ce soit parce qu'il y a de l'inflation, ce qu'on voit depuis un bon bout de temps, ou parce que l'économie commence à se surchauffer un peu. Bien, quand tu montes les taux, ça peut amener beaucoup de gens comme ça à avoir d'énormes problèmes parce qu'on était là avec beaucoup d'effets de levier, on avait beaucoup trop d'emprunts Ouais. qu'on pouvait assumer à un taux plus bas qu'on n'assume plus aujourd'hui. Parce que dans le temps, là, tu sais, qu'il y avait des intérêts à 22 moi, je sais que mon grand-père m'en a déjà parlé, puis, tu sais, il dit dans le temps, une maison, ça coûtait 20 000 C'est ça. Mais, tu sais, leur salaire annuel, à eux autres, c'était-tu comme, mettons, la moitié du prix d'une maison, puis qu'aujourd'hui, ben, souvent, c'est 4-5 fois ton salaire? Tu sais, j'imagine que dans le temps, c'est ça, tu achetais une maison à 20 000, mais tu gagnais quoi, 10 000 par année? Ben, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier là, pour oser me prononcer, mais oui, tu avais beaucoup moins là, la relation entre ta maison et ton revenu disponible était beaucoup moins grande que ce qu'on C'est peut ça. voir présentement. C'est Et ça. surtout dans les grands centres. Là, si on regarde, là, Vancouver, Toronto là, sont 2 des 4 villes les plus chères au monde. Là. Alors, c'est techniquement parlant pas abordable une maison. Si on regarde à Vancouver, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent, il y a une émission, là, Vendre ou rénover à Vancouver. Ouais. Tu vois des maisons là, de 3 millions de dollars. Et souvent, ce que j'explique, je dis, c'est des gens qui ont souvent pas ces moyens-là. Moi, le jour où j'ai une maison de 3 millions de dollars, j'ai l'impression que j'en ai un autre 3-4 à côté pour l'entretenir puis faire avec. Là, c'est des gens qui ont vu leur maison prendre énormément de valeur à travers le temps parce que les taux d'intérêt ont toujours baissé, mais des gens qui ont peut-être un salaire semblable à ce qu'on a ici ou un peu plus élevé, mais jamais pour compenser le fait que la maison qu'on voit à 3 millions à Vancouver en coûterait probablement seulement 500 000 à Québec. Puis si on allait même plus loin, un peu en banlieue, tu as probablement une cabane semblable pour 300 000 si tu as construit c'est toi-même. Là. Alors, on est dans un autre monde si tu as un salaire normal ou même un peu plus élevé parce qu'on te paye une petite prime parce que tu es à Vancouver ou Toronto. Alors, la plupart des gens ne sont pas capables d'habiter au centre-ville, ils sont rendus très, très loin. Ben On oui. est à 1, 2, Ouais, c'est ça. plus quasiment encore. Peut-être qu'avec le télétravail, ça va donner un gros coup de pouce à ce monde-là qui n'ont plus besoin d'aller au centre-ville. Mais moi, on avait des bureaux, un petit bureau à Vancouver à l'époque, dans notre côté, là, des jardins courtage en ligne. Et j'y allais à l'occasion participer à des salons d'investissement et je voyais notre petite équipe là-bas. Et c'est des gens qui avaient un bon salaire, mais on voyait que Ils le pouvaient coût pas de la se vie n'était pas très abordable. Là. Non, c'est Si ça, tu n'avais c'est pas ça. hérité de cette maison-là ou si tu ne l'avais pas eu bien avant que la hausse peux pas vivre là. arrive, tu n'étais plus achetable. Parlant de la hausse, là, tu disais, bon, en 2022, on risque de voir une petite courbe. Les taux d'intérêt vont peut-être augmenter un peu, à moins que je me trompe. Là. Mais est-ce que ce serait possible qu'on revoie une augmentation, tu sais, avec, un exemple dans l'immobilier, jusqu'à du 20 C'est-tu possible? Ben, tout est possible. Là. Il n'y a rien d'impossible. Il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre. Là. Un premier point, on parle de hausse de taux d'intérêt en 2022. C'est le taux directeur. On parlait de la Banque Ouais. centrale tout à l'heure, la Réserve fédérale, Banque du Canada. Eux fixent le taux directeur, donc à très court terme. Les autres taux, exemple, le taux des obligations américaines 10 ans, qui est souvent là, l'indice de référence pour voir ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt en général sur la planète, Ouais. ben, celui-là n'est pas fixé par les banques centrales. Celui-là n'est pas fixé par personne. Ça, c'est des gens qui achètent et qui vendent. Alors, c'est moi, c'est vous, c'est des fonds de pension. C'est l'offre et la demande, dans le fond. C'est l'offre et la demande Mais explique une obligation. de la dette. Ben, Explique une l'obligation, oui, c'est de la dette gouvernementale. Alors, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de M. Biden a proposé, il va faire un projet d'infrastructure d'1,2 trillion. Ben, il faut le financer, ce projet-là. Alors, disons, là, pour des raisons de calcul simples, qu'il prend 700 là, sur le 1,2 qui provient des impôts. Il en manque un 500 qui finance avec de la dette là, sur 50 ans parce qu'il va bâtir un pont et qu'on peut bien financer le pont et l'amortir sur plusieurs années. Ce n'est pas une dépense là, d'épicerie, c'est un investissement. Alors, c'est quelque chose qui se défend, qui se fait bien, mais tu as besoin de le financer. Alors, le gouvernement Biden émet de la dette pour financer son programme d'infrastructure. Et là, nous, on lui dit oui ou non, on a le goût de te prêter. Présentement, prêter au gouvernement, tu reçois un taux d'intérêt de 1,50 et ça, c'est pour une obligation américaine de 10 ans. Donc, théoriquement, ton placement est gelé pendant 10 ans. Tu as prêté au gouvernement, tu lui dis, moi, je suis prêt à te prêter pour 10 ans. Tu me le redonneras dans 10 ans. D'ici là, verse-moi 1,5 par année. Qui est nettement sous l'inflation. Qui est sous l'inflation. Et là, c'est là qu'on a un problème. C'est qu'habituellement, le taux directeur est fixé par la Banque centrale et eux font ce qu'ils veulent, mais le marché lui dit,
minute, là. Moi, je veux avoir un rendement qui va, au moins avec le temps, couvrir ma perte de pouvoir d'achat. Sinon, on va essayer d'aller voir ailleurs si je ne peux pas obtenir mieux, que ce soit dans les actions ou acheter une maison, de l'or, peut-être des bitcoins aujourd'hui, toutes sortes d'autres méthodes là, qui pourraient permettre de protéger ta valeur. Alors, dans ce scénario-là, ce que les gens disent, c'est on n'a pas intéressé à voir ton placement. Théoriquement, tu ne veux pas avoir le 1,5 C'est pas sexy. Parce Là. que- La non. dette américaine n'est pas sexy à acheter. Le Canadien non plus d'ailleurs, OK. là, est au même niveau, même un peu plus bas. Alors, c'est pas intéressant, surtout si tu compares avec l'inflation. Et historiquement, ce qu'on aurait fait, c'est de regarder l'inflation sur 10 ans, puis si on dit, bon, c'est élevé, ça ne sera pas élevé comme ça pendant 10 ans, mais si on disait qu'il va y avoir une moyenne de 3, bien, les obligations auraient demandé un rendement autour de 4, 4,5, 5 Couvrez ma perte de pouvoir d'achat, puis donnez-moi un petit bonus parce que moi, je me prive de mon argent pour t'en faire profiter. Toi qui ne l'as pas encore gagné, cet argent-là, puis toi qui me donne un risque de ne pas le revoir. Ça se peut que tu ne me repayes pas. Le gouvernement américain risque de repayer. Là, les chances qu'il ne Ouais. paye pas sont faibles, mais il y a quand même toujours un jeu un peu plate là, à garder son argent gelé. Alors, dans ce scénario-là, les gens sont moins intéressés. Comment ça peut être à 1,5 si l'inflation est à 6 puis qu'il n'y a personne qui veut prêter au gouvernement américain? Bien là, on est à une étape plus loin dans la politique monétaire. Là, on est dans ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing. Une traduction libre, la détente quantitative, traduction plurielle, on imprime de l'argent. Alors là, la Réserve fédérale aux États-Unis, la Banque du Canada, on ne le fait plus du côté de la Banque du Canada depuis une semaine ou deux, mais la Réserve fédérale imprimait jusqu'à tout récemment encore 120 milliards de dollars à chaque mois. Elle les prenait et les prêtait au gouvernement qui, lui, prenait des obligations, justement, américaines, 10 ans à titre d'exemple, à 1,5 et les donnait à la Réserve fédérale en disant, tiens, mets ça dans ton bilan. Et OK, là, elle s'achetait des coupons, dans le fond. Elle- Elle s'achetait des elle achète obligations. 1,2 milliard de dollars d'obligations qu'elle met dans son bilan. Sauf que c'est de l'argent imprimé. Moi, sueur de mon front, prêter au gouvernement américain 1,5 ou 1,35, 1,40 au gouvernement canadien, ça m'intéresse moins. Je trouve que j'en ai pas pour mon argent. Mais si j'avais de l'argent que je peux imprimer, qui me coûte absolument rien, ben moi aussi, j'en prêterais éternellement à 1,5 Ah, c'est s'ils ça. en veulent. Là, Fait que j'ai le pas de gouvernement- problème. ça, là. le gouvernement s'imprime de l'argent puis elle se donne un taux d'intérêt. Ben, Même s'il y a 1,5, elle fait 1,5 pareil dessus. Techniquement, c'est pas le gouvernement. OK. C'est la Banque centrale qui, normalement, est indépendante. Un des problèmes qu'on a, c'est que la Banque centrale, le gouverneur, président en chef, est élu et nommé, aux 4 ans, par exemple, aux États-Unis, le président, ou chez nous, par le premier ministre fédéral. D'ailleurs, le président Biden, là, maintenant, 4 postes sur les 12 qu'il pourra combler parce qu'il y a eu des départs. Donc, il y aura un grand poids à ce niveau-là. Alors, théoriquement, les banques centrales sont indépendantes et ne disent pas oui aux politiciens. Dans un monde absolu, je suis à la Banque du Canada et moi, je décide pour une raison ou une autre que d'imprimer de l'argent, ce n'est pas une bonne idée et que les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Bien, demain matin, si j'étais le président de la Banque du Canada et que, après le vote qu'on fait là, avec les gouverneurs, on votait, on pourrait décider, on n'achète plus d'obligations, on grimpe le taux directeur à 4,5 Alors, si je te promets du 4,5 pour que tu me prêtes pour 3 semaines, 1 mois, il y a des bonnes chances que si tu prêtes à 10 ans, le taux va aller à peu près des mêmes niveaux. Là, c'est ce qu'on pourrait penser. Bien, si le taux s'en va à 4 ou si je décidais d'aller à ton exemple, puis de le mettre, moi, à 15 parce que l'inflation est rendue à 8, 9, 10, puis que ça grimpe, puis que je décide que ça ne se rendra pas à ce qu'on a vu dans les années 70, mais on l'a cassé de suite, l'inflation. Taux d'intérêt à 15. Taux d'intérêt à 15, il n'y a plus personne qui achète. On va personne casser la n'a grippe tout de d'argent. suite. Voilà. Bon, ben si je décidais de faire ça demain matin, moi, c'est moi le directeur, c'est moi le boss de la Banque du Canada, je grimpe les taux à 15, j'achète plus d'obligations. Le gouvernement, il fait quoi à côté? Ouais. Le gouvernement de Trudeau, qui a un grave déficit à combler année après année, qui doit financer avec de la nouvelle dette. Ouais. Toute sa dette qui renouvelle, qui était financée à des taux très bas, et là, il faudrait qu'il refinance à 15 Alors, lui n'est pas capable d'arriver. Puis là, je donne l'exemple du gouvernement. C'est vrai de toute personne qui est endettée. Toi, tu as une dette avec la banque ou la caisse. Si la banque t'a emprunté de l'argent à 2 puis te l'a prêté et qu'ils te l'ont gelé à 4 dans ton hypothèque, on parlait peut-être de 3-4 tantôt, bien, si tu l'as gelé à 5 ans, 4 puis que là, je décide que je monte le taux où eux autres vont pouvoir emprunter auprès des consommateurs à 15 parce que le gouvernement offre du 15, donc Desjardins va t'offrir du 17 pour avoir ton dépôt. Bien, si Desjardins ramasse du 17 puis il est obligé de continuer de te financer à 4, Desjardins... Alors, c'est gros, là, c'est gros. ben, c'est Mais que je pourrais péter l'économie en faisant ça alors. Ça existe-tu des taux d'intérêt négatifs? De quoi de négatif? Des taux d'intérêt négatifs. Y a-t-il Oui. des pays qui ont des taux d'intérêt négatifs? C'est quelque chose de particulier, puis ça existe maintenant. Là. OK. On en parle à l'occasion dans les nouvelles. Des Non, ça taux semble d'intérêt oui, négatifs. ça semble toujours rigolo. Là. Les gens entendent parler. Puis, oui, c'est vrai. Là. C'est pas une blague. Là. Ça a-tu rapport avec le carry trade, ça? Non, mais le carry trade pourrait intervenir là, avec un peu ce que tu dis.
Les taux négatifs, on a ça en Europe, entre autres, présentement. Puis c'est pas une blague, là. Sur 10 ans, là, on l'a encore, je pense. Ouais, là. expliquons parce que je comprends pas comment est-ce que c'est possible. OK, alors ici, tu prêtes ton argent au gouvernement pendant 10 ans, Ouais. il te donne 1,5 %. Ouais. Là-bas, tu le prêtes au gouvernement pendant 10 ans. À la fin, au lieu de te redonner 100 il te redonne 99 et 90 C'est toi à titre qui es d'exemple. perdant, là. Oui, tu les en as donné un petit peu. Hein? Mais c'est... Comment ça se peut? Ben, Ouais. la réponse, c'est que ça se peut pas. Mais c'est vrai. OK. Tu comprends? Je veux dire, tu m'aurais demandé ça il y a 20 ans, je t'aurais dit que c'était un peu malade comme concept. Là. Ouais. Comment ça se peut? Ben, un peu la même logique que je disais tantôt. Là, c'est un peu particulière, là, mais c'est la Banque européenne imprime de l'argent et là, il donne au gouvernement en y prêtant à un taux jusqu'à négatif même. Fait qu'ils perdent de l'argent, mais dans le fond, ils en ont probablement fait ces premières qui ont acheté. Puis de toute façon, ils l'impriment l'argent. Fait qu'ils s'en foutent un peu d'en perdre, j'ai l'impression. OK. Alors oui, ils sont à zéro. Et ça amène une situation extrêmement intéressante pour le Canada, une situation extrêmement intéressante pour les États-Unis éventuellement. Ils sont parce plus qu'on parle- attrayants pour acheter les obligations, c'est ça? C'est intéressant pour les États-Unis et le Canada Ben, parce que c'est plus intéressant acheter une obligation américaine ou canadienne versus dans certains pays européens. Voilà. C'est ça. OK. Ce qui risque de continuer de se produire, même si on décidait, nous autres, de ne plus en acheter d'obligations, le Canada était le premier à arrêter dans les grands pays développés d'acheter de ces obligations. On pourrait aussi devenir les premiers à grimper les taux d'intérêt. Moi, ce que je soutiens, c'est qu'il va y avoir dans une grande mesure ce qu'on appelle justement le carry trade, qui va faire en sorte que nos taux ne grimperont pas beaucoup. Parce qu'un matin, il y a un Japonais qui a des taux pratiquement à zéro, ou un Européen, un Allemand, qui va se lever et qui va dire « Moi, j'ai des revenus fixes que je veux, il y a quelque chose de stable, de pas trop risqué. Je peux le prêter au gouvernement allemand à zéro ou au gouvernement américain à 2,5 ». Ben, le gouvernement américain, ça n'a pas de l'air plat. J'aurais le goût d'y prêter à lui ou au gouvernement canadien. Je vais prêter au gouvernement canadien à 2,5. Puis s'il y a assez d'Allemands, puis de Japonais, puis peut-être de Chinois qui décident de venir nous prêter à 2,5 au Canada, ça devrait faire baisser nos taux, mais faire grimper peut-être notre dollar. Alors, si tu es un investisseur étranger, tu vas y gagner aussi probablement sa devise un peu parce que comme on est les seuls qui ont des taux un peu plus élevés, alors on serait probablement capable de monter le taux, à titre d'exemple, qui est à 0,25 présentement comme taux directeur, à 1 ou 1,5. Puis je pense que le taux de 10 ans ne grimperait pas d'autant. Il resterait relativement plus bas parce qu'il y a un espace. On ne le sait pas personne. Là, mais j'ai vu des spécialistes là, du côté américain qui disaient à partir d'1,60 du côté américain, on sent une espèce de pression provenant de l'Europe ou du Japon là, qui a de l'air de conserver. C'est ce qu'on avait vu la dernière hausse. On était parti de 0,70 à 1,60. Ça avait gelé là un peu. Mais là, le carry trade, ça vient de où, ça? C'est une affaire du passé? Non, l'idée de la carry trade, ça s'est déjà vu souvent. C'est l'idée de pouvoir dire, dans un monde absolu, si le taux d'intérêt est à zéro, ben, tu peux emprunter à zéro. Alors, si tu es un Allemand, emprunte à zéro, puis place-la à 2,5 aux États-Unis. OK. Alors, fais ça un milliard de fois, ça te coûte rien, toi. Mais ça c'est vraiment mauvais pour le pays, dans le fond, l'Allemagne. Tu sais, je veux dire, l'argent sort de l'Allemagne. Ils font pas d'argent avec ça. Ben, dans un scénario où on s'en va, ils vont peut-être continuer d'en imprimer plus longtemps, tout simplement, à l'Europe. OK. Mais on est dans une situation qui n'a aucun sens, là. On imprime de l'argent. Quand je dis on imprime de l'argent, là, je vous parle de ça comme si c'était bonnement quelque chose de bien. Là. Quand l'ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a proposé ça autour là, de 2008, quand on a eu la crise, à un moment donné, il a dit, et il avait raison, si vous voulez qu'on règle le problème, pas dur, tu prends de l'argent et tu le jettes en bas d'un hélicoptère. Mais là, ça, c'est pas juste à cause de la COVID. Là. On a connu ça au début en 2008. Mais c'est ça, c'est pas juste à cause de la COVID qu'on imprime énormément d'argent. Là. En 2008, on a eu de graves problèmes. Un peu avant, on parlait d'imprimer de l'argent, mais on ne le faisait pas pour la peine. En 2008, on s'est rendu compte que ça allait très mal, le système financier. On imprimait beaucoup. Dans une première mesure, la Réserve fédérale voulait mettre des liquidités pour qu'il y ait des liquidités. Pas nécessairement parce qu'on s'en allait en faillite, parce qu'il manquait peut-être de liquidités au quotidien. On se rappelle à court terme, liquidité à court terme. Oui, c'est ça, parce que c'est les banques qui étaient un peu dans le collimateur du monde. Alors, il pouvait y avoir des raids de ces banques. Je veux mon argent, je veux mon argent. Les banques ont habituellement 10 de réserve maximum. Alors, tout le monde a son argent, ne peut pas te la donner de main. Mais la banque n'est pas en faillite pour autant. Elle va pas mal. C'est la quantité de gens qui vont guichet automatique. S'il y en a 200 une journée versus qu'il y en a 2-3 une journée, là, il manque de liquidité à court terme. Là. Fait qu'ils ont dit imprime, on va remonter les coffres un peu. Fait comme ça, on a la liquidité à court terme. Voilà. Une bonne partie de l'idée, c'était de l'avoir justement à court terme. Et ça a l'avantage d'aider ton économie, qui a eu des problèmes, et de la booster. Quand tes taux d'intérêt sont bas, puis quand tu imprimes de l'argent, il y a plus d'argent, l'économie roule plus. Ça se replace un peu, on s'en vient à COVID. La COVID arrive et là, ils disent, oups, la panique pogne, il faut imprimer de l'argent. J'ai besoin d'argent de donner de la PCU, de la PCRE. Donc, on va imprimer de l'argent pour relancer l'économie. Ce qui était motivé, là, correct, probablement, la plupart des spécialistes étaient bien d'accord, mais c'était fait au début pour relancer l'économie. Et là, ben, ça reste là pour garder de la liquidité parce qu'on a peur que si on l'enlève, tout va reculer. Si tu enlèves de la liquidité, le monde a moins d'argent, il achète moins d'actions, il achète moins d'obligations du gouvernement, le taux monte, le gouvernement a plus de troubles à se financer. On a peur que l'économie recrache. On a peur que tout redescende pour des raisons de liquidité, entre autres. Fait que là, on est un peu comme si on avait pris, je vais donner un exemple un peu bizarre, si on avait pris des stéroïdes, là,
Mais pour une personne âgée, il fait prendre des stéroïdes pour que son corps réagisse bien, là, des hormones, choses du genre. Ouais. Non, c'est une chose. Mais de le booster à tout ce que les gros bodybuilders, le professionnels, peuvent prendre, tu seras ailleurs et tu te dis pourquoi on va jusque-là? Là, on est un peu là, on est allé loin, on a donné un médicament, puis on est comme plus capable de l'enlever, puis on en donne de plus en plus. Et on a appelé ça, c'était drôle, quand ils ont commencé à parler de réduire les achats d'obligations, ils appellent ça un tapering, le taper. Et quand ça se fait, habituellement, on parle du taper tantrum. Un tantrum, c'est quand tu vois un enfant à terre là, qui cogne des poings et qui fait une crise. Là. Ben, le marché fait ça. Une crise. Oui, quand tu commences à dire on va enlever de l'argent, le marché fait une crise puis il dit oh, Hmm. si toi, tu n'imprimes plus, tu n'achètes plus les obligations 10 ans, ben moi, je ne veux plus les acheter non plus. Même que Tu tombes un peu en protectionniste parce que tu dis, oh, ça va Ben, plus bien. Là. tout le monde a peur des obligations 10 ans. Si eux sont plus là pour les acheter à 1,5, Ouais. toi, tu ne veux plus les acheter. Mais celles que tu as déjà, tu vas les vendre. Et là, tu as peur parce qu'un jour, théoriquement, la Réserve fédérale, elle aussi, toutes ses obligations, devrait les vendre. Fait que celles qu'elle a, quand elle va les vendre, ça va faire grimper les taux aussi. Fait que c'est inévitable. Ben, c'est inévitable à moins qu'on décide de continuer d'imprimer de l'argent et ou de Ouais. garder les taux à terre. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a un gros intérêt à vouloir monter les taux. Comme je disais dans mon exemple tantôt de la Banque du Canada, là, si c'est moi qui est à la Banque du Canada puis que j'arrête d'acheter de l'argent puis je monte le taux à Ben oui. 4,5 je pense que je fais peut-être quelque chose de bien, mais il se pourrait bien que Ouais. je ne me rende pas à le constater. Là. Il se pourrait qu'il y ait une révolution dans la rue puis Ouais. qu'on me fasse savoir que si je ne démissionne pas, j'aurais plus de tête. Je veux dire, ça se rendrait jusque-là. Ouais. Là, veut dire, ça- Absolument. il y a Mais une- écoute, puis, tu sais, faut le dire aussi, Steve, tu sais, les taux sont vraiment, vraiment bas, mais si les gens ont emprunté au maximum de leur capacité avec le salaire qu'ils ont, une hausse de taux minime va faire qu'ils seront plus capables de payer Ouais, c'est sûr. leur hypothèque mensuelle, leur prêt mensuel, ce qui fait qu'ils redonnent les clés à la banque. Puis là, la banque se retrouve avec un paquet de terrains, maisons, bateaux, whatever. Puis là, ils se retrouvent que, ben, eux autres, il faut qu'ils liquident ça. Comme ce qui s'est passé en 2008. Ouais, un petit peu, ouais, exactement. Ouais. Mais j'ai tendance à dire que le système bancaire canadien est peut-être mieux fait que celui américain ou un petit peu plus stable, OK. qui fait qu'ils ne laisseraient jamais faire ça, là. On s'entend, là? Ouais, non, Tu sais, puis- ils doivent le savoir aussi que s'ils montent ça de 1 ben, il y a tant d'hypothèques qui vont jumper, Qui vont peut-être. plus être Oui. payés. Oui et non, ils le savent, mais en même temps, tu n'as peut-être pas le choix. Et c'est ça OK. le problème, c'est que l'inflation fait en sorte que tu as un problème de l'autre côté. Là. C'est bien beau de garder les taux bas, mais si tu gardes les taux bas, ça garde l'inflation plus élevée. Hmm. Et là, l'inflation, dépendant à quel niveau ça va, on peut tomber dans une inflation qui fait une spirale à la hausse rapidement, où là, tu demandes une augmentation de salaire, ça augmente les prix, Ouais. et ainsi de suite. Le renard est dans le poulailler, comme on Oui, dit. on perd, voilà. Puis on perd le contrôle. Fait que, oui, tu veux garder les taux bas. Ce qu'ils tentent de faire présentement, et c'est du compliqué parce que, comme je dis, on n'a jamais vu ça, là, des taux négatifs, des taux les plus bas de l'histoire. Là, ce qu'ils tentent de faire, c'est de pouvoir monter, arrêter d'acheter des obligations, pouvoir monter peut-être le taux directeur à 1 sans que ça fasse trop monter le taux des obligations de 10 ans. Quand je parlais des obligations de 10 ans tantôt, c'est Ouais. que ça fixe à peu près tout. Alors, C'est l'hypothèque... ça. C'est ça qu'il faut regarder, c'est Oui. les obligations 10 ans. Ben, oui. On devrait regarder ça quotidiennement. Oui, sérieusement, tout tourne, C'est ça, hein? tout tourne autour de ça. Moi, dans mes balados du matin là, que je donne tous les matins, Tu parles j'en de parle l'obligation de 10 ans. pratiquement tous les Ah, matins quand ouais. ils ont bougé de Ouais. la peine. Quand ils n'ont pas bougé, il ne se passe rien. Des fois, il y a d'autres nouvelles. Toi, avant de checker la météo, tu checkes l'obligation Les 10 ans obligations. américaine. Ça se peut-tu? Dans une grande mesure. OK. Ben, je la vois en même temps. Elle apparaît sur le même écran quand je Ok. l'ouvre. Écoute, super. Si on fait le petit résumé là, de ce qu'il faut observer, si on regarde les termes qu'on a abordés, les taux d'intérêt, le taux directeur, c'est bien important. Les obligations. 10 ans, ouais. Les obligations 10 ans. Surtout. Mais... Bon, le taux d'intérêt, là, on pense que d'ici 2022, ça peut remonter un peu, mais Graduellement. Pas énormément. peut-être. graduellement. c'est C'est ça. Graduellement. ça. Heureusement, Ça pourra pas pas aller de 20% d'ici Non, c'est ça. d'ici quelques temps. Sinon, y avait-tu quelque chose d'autre? Bon, ben là, les banques centrales, le réflexe qu'ils ont eu depuis la COVID, tout ça. Est-ce qu'on doit regarder quelque chose d'autre Ben, quand on parle de politique monétaire? Est-ce qu'on doit avoir une grande confiance envers la politique monétaire canadienne? Est-ce qu'on leur donne-tu 100% de confiance, selon toi? Ben, moi, j'aurais aimé, Doit-on le faire? j'aurais aimé qu'il soit un peu moins expansionniste, un peu basé, comme je disais tout à l'heure, sur le carry trade, où on n'a peut-être pas à le faire. On aurait peut-être l'argent qui viendrait d'ailleurs, qui les achèterait OK, nos qui compenserait obligations. ça. OK. Ben, comme on est un petit pays, on n'aurait peut-être pas eu à aller si loin. D'un autre côté, il faut que je lui lève un petit peu mon chapeau. Ils ont été la première grande banque centrale à réduire et à arrêter ces achats d'obligations. Donc, dans ce scénario-là, ils ont fait, dans une certaine mesure, ce que moi, je souhaitais voir, là. Même je l'aurais peut-être vu un petit peu plus rapidement. Et ce qu'il faut vraiment, vraiment guetter présentement, c'est l'inflation. L'inflation, c'est que ça pourrait vraiment forcer la main de la Banque centrale. Alors,
Non, les taux ne monteront pas rapidement tant qu'ils peuvent ne pas les monter rapidement puis qu'ils ont le contrôle. À mon avis, c'est ce que les banques centrales, la Banque du Canada souhaitent faire, les garder relativement bas, monter tranquillement, s'assurer que le système tienne, donc prendre le temps de voir là, entre les hausses et tout ça. Sauf si l'inflation devait être trop forte, là, ça dépendra presque plus d'eux. Ils deviendront quasiment qu'ils n'auront plus le choix de vraiment monter un peu. Et là, ben, même s'ils ne le veulent pas, ça va créer le problème qu'ils tentent d'éviter. Alors, OK. ils sont en train de jouer un jeu d'équilibre là, extrêmement, extrêmement difficile où tu veux monter le taux directeur un petit peu parce que s'il y a un problème économique qui survient, tu aimerais ça pouvoir le baisser éventuellement. Là, tu es à terre, tu es à 0,25, tu n'as pas d'espace. Alors, tu essaies de le monter, mais sans que le 10 ans fasse en sorte que tes hypothèques montent trop et ainsi de suite. C'est vraiment une situation extrêmement, extrêmement difficile. Et délicate. Oui, délicate. C'est très délicat, mais c'est aussi très intéressant. Merci beaucoup, Steve Deschaines, pour cette clarification-là sur la politique monétaire. Probablement que peut-être on se reverra pour un autre épisode. On peut te réinviter, Steve. C'est ça, ben, c'est toujours un plaisir. En tout cas, Sam, merci beaucoup également. Plaisir. Et vous aussi, les chers auditeurs, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!